Les titres de ce 19h30, ils sont maintenant au grand complet, les membres du Conseil constitutionnel. Ce 3 octobre, le 10e membre de la plus haute juridiction du pays a prêté serment devant le chef de l'État. Dans 12 mois, la première phase du chantier de bitumage de la RN15 devrait prendre fin. Les travaux ont été lancés hier par le président du Faso. Et puis, grève dans les médias publics, mise au point du Synatic ce vendredi. Les négociations piétinent. La faute à la posture du gouvernement et du ministre de la Communication, révèle l'organisation syndicale. C'était au cours d'une conférence de presse. Vous l'entendrez. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30. Elle s'appelle Véronique Bayili Bamouni. Elle est magistrate de grade exceptionnel et elle a prêté serment ce 4 octobre devant le chef de l'État, devenant ainsi officiellement membre du Conseil constitutionnel. Roméo Koeta. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions. Devant le président du Faso, Mme Véronique Bayili Bamouni récite la formule consacrée. Garder les secrets des délibérations et des votes. Le premier magistrat du pays donne acte de la prestation de serment et l'invite à occuper le siège qui est la sienne. Les membres du Conseil constitutionnel sont désormais 10. Ils sont au grand complet. Mme Bamouni remplace à ce poste le magistrat Michel Karama, décédé le 12 mai dernier. En sa mémoire, un moment de recueillement est observé par l'assistance. La carrière du nouveau juge constitutionnel peut ainsi débuter. Le président de l'institution lui rappelle qu'elle est certes nommée, mais pas redevable au pouvoir en place. Le juge constitutionnel exerce une fonction dite d'ingratitude par le fait qu'il ne doit aucune reconnaissance à l'autorité qui l'a nommé. Ce dernier ne peut lui demander des comptes, ni le démettre de ses fonctions, sauf dans des cas expressément prévus par la loi. Il est indépendant, tout comme les autres magistrats des autres juridictions. Les décisions du Conseil constitutionnel sont irrévocables. La tâche est donc ardue et demande beaucoup de rigueur. Le nouveau juge constitutionnel mesure les défis qui l'attendent, mais pense que les missions seront accomplies de manière collégiale. J'ai juré tout à l'heure de bien évidemment remplir mes fonctions de membre du Conseil constitutionnel en toute impartialité et de garder le secret des délibérations. Je pense que je vais m'atteler à avoir cette conduite. Voilà. Et aux côtés du président de l'institution et des autres membres du Conseil, je compte apporter ma contribution dans le traitement des affaires qui seront confiées au Conseil constitutionnel. Il s'agira de fédérer les compétences en vue d'une bonne application de la loi. Véronique Bayili Bamouni, magistrate de grade exceptionnel, est titulaire d'une maîtrise en droit, option droit judiciaire. De 2016 jusqu'à sa nomination au Conseil constitutionnel, elle était conseillère à la Chambre chargée du contrôle des opérations de l'État à la Cour des comptes. Et on retrouve encore le président du Faso. Hier, Roch-Marc Christian Kaboré a procédé au lancement des travaux de la première phase de bitumage de la RN15. Abdelaziz Sarré. Les machines d'un côté et de l'autre côté des ouvriers expliquant le plan des travaux au président du Faso. Le plan bien assimilé, Roch-Marc Christian Kaboré peut monter à bord du bulldozer. Une fois l'engin en marche, il le déplace et c'est parti pour les travaux de bitumage de la RN15 axe Sapaga-Boulsa. Dans 12 mois, la première phase des travaux qui concernent l'axe Sapaga-Poutenga-Kalwatenga devrait être terminée. Qui a été tant attendue, elle n'est pas nouvelle. Elle a fait l'objet de plusieurs campagnes politiques et de beaucoup de déclarations. Il était temps que cette route soit mise en œuvre et c'est ainsi que nous allons d'abord commencer par le premier tronçon qui part de Sapara, Poutenga jusqu'à Kalwaga. On continuera parce que nous avons un grand barrage qui est le barrage de Sanguès, dont on a parlé tout à l'heure, qui doit couper la voie. Et donc ce barrage qui doit démarrer bientôt va nous permettre donc de déterminer la modalité par laquelle nous allons dépasser ce barrage pour continuer sur Boulsa. D'un coût estimé à un peu plus de 7 milliards de francs CFA, ces travaux sont entièrement financés par l'État burkinabé. Nous nous réjouissons donc légitimement que ce qui apparaissait comme étant un rêve est devenu ce matin une réalité.
on se souvient des longues discussions sur le fait que cette route devait être déviée. J'ai eu l'occasion de le dire, mais je le redis ce matin. Le président Roch Marc Christian Kaboré a donné des instructions fermes pour que cette route soit directe et qu'elle traverse le barrage de Saint-Arrêt pour arriver à Broussa. Selon le ministre des Infrastructures, d'autres routes seront bientôt bitumées dans plusieurs régions du Burkina Faso. Il s'agit des travaux de construction et de bitumage de la route Fadam-Gourma-Bogandé. Il s'agit également des travaux de construction et de bitumage de la route Tougan-Lanfieran-Di. Les travaux de construction et de bitumage de la route Koundougou-Solenzo. Les travaux de construction et de bitumage de la route Dori-Gorom-Gorom. Et les travaux de construction du pont sur le barrage de Guiti. Le président du Faso dit être très attaché à la question de la qualité des routes. Il invite l'entreprise attributaire à utiliser un bitume de qualité pour la réalisation de cette infrastructure. Tout autre chose, et vous le savez, depuis le mois de juin, les médias publics ont entamé des mouvements de revendication multiformes, des actions qui perturbent énormément les programmes de la RTB et les activités des éditions citoyennes. Les négociations avec le gouvernement se poursuivent, mais elles piétinent la faute au refus du gouvernement de prendre des engagements écrits. C'est ce qu'a déclaré le Synatic au cours d'une conférence de presse ce vendredi, non sans stigmatiser la posture du ministre de la Communication, Rémi Fulgence Danguinou. Je vous propose d'écouter à présent la secrétaire à l'information du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture. Des propositions de sortie de crise, le gouvernement, à travers son porte-parole, s'est livré à une campagne de désinformation et d'intoxication de l'opinion publique. Malgré tout ce montage savamment orchestré pour s'aborder la lutte des travailleurs, le Synatic a montré sa bonne foi de n'être pas fermé au dialogue. C'est ainsi que les négociations ont repris avec le gouvernement sur l'initiative de médiateurs autosaisis. Après des séances de travail avec le MINEFID, c'est le statu quo, car les travailleurs ont exigé des engagements écrits de la part du gouvernement, avec un chronogramme clair de mise en œuvre du nouveau statut proposé par la partie gouvernementale. Parce que nous appelons aussi, comme vous, par presse interposée, les engagements, que les négociations se poursuivent. Nous pouvons confirmer, mais jusque-là, ça tarde à se concrétiser à travers la production de documents physiques. Voilà, c'est ça que nous attendons concrètement. Front social toujours, et cette sortie d'une autre organisation syndicale, celle des animateurs de la vie scolaire. Le SINAVS demande une prise en compte plus sérieuse et de son existence et de ses revendications. Sandrine Zougouri. Connus dans les différents établissements postprimaires et secondaires pour leur rôle d'éveil et de sensibilisation sur le civisme, le syndicat national des animateurs de la vie scolaire SINAVS dit essuyer malheureusement le mépris des autorités. Nous sommes la porte d'entrée. Quand les parents viennent, c'est d'abord à la vie scolaire. Quand les élèves ont des soucis, c'est à la vie scolaire. Donc, nous estimons que la place et le rôle qui sont les nôtres sont importants et qu'il faut une meilleure visibilité et une meilleure prise en compte de nos préoccupations que nous rencontrons dans les établissements. Face à la presse, le syndicat n'est pas allé du dos de la cuillère pour exiger la satisfaction de sa plateforme revendicative. Il exige, entre autres, la relecture du manuel de procédure portant organisation des examens et concours scolaires et le respect du ratio. Donc nous demandons une relecture des textes pour prendre en compte les nouveaux acteurs du système éducatif que sont les agents de la vie scolaire. Au niveau des examens, nous ne sommes pas assez pris en compte, par exemple. Ça, c'est vraiment le point d'achoppement. Au niveau du ratio, nombre de classes par AVS, qui est de 2 classes pour chaque agent de la vie scolaire, ce ratio n'est pas respecté. Donc nous demandons au gouvernement de tout mettre en œuvre pour respecter les engagements que lui-même il a pris et de nous inviter à la table du dialogue pour qu'on essaie de trouver des solutions ensemble pour le meilleur de notre système éducatif.
À cette conférence, le syndicat est également revenu sur sa demande de création de l'inspectorat d'éducation, une revendication qui avait été rejetée en son temps par le gouvernement lors des négociations avec la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Alors, nous l'avons proposé au statut valorisant. On l'a refusé d'abord parce que c'est la catégorie P obligatoirement, puisque les conseillers d'éducation sont à A1. Voilà. Et deuxièmement, le gouvernement a préféré contourner le problème et créer le corps des administrateurs principaux des lycées et collèges. Et c'est les attributions principales de l'inspecteur d'éducation en France, c'est ce qu'on a pris pour amener au niveau des administrateurs principaux. Nous tenons à cet emploi inspecteur d'éducation parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de difficultés dans les établissements, dans la gestion de la discipline, dans la gestion de la scolarité même des élèves. Pour le syndicat national des animateurs de la vie scolaire, la formation continue est un droit pour tout fonctionnaire. Mais les agents de la vie scolaire sont les seuls au ministère en charge de l'éducation à ne pas bénéficier d'un cadre de formation annuel. En prenant à témoin l'opinion nationale, le syndicat promet utiliser d'autres moyens pour se faire entendre si rien n'est fait. Entre 20 000 et plus de 30 000 réfugiés vivent sur le sol burkinabé. Ils ont fui pour la plupart l'insécurité liée au terrorisme qui sévit dans leur pays, notamment dans le nord du Mali. Depuis plusieurs années, ils vivent aux côtés des populations autochtones et parfois la cohabitation pose problème. Et c'est sur ce thème que le ministère des Affaires étrangères a organisé un atelier visant à trouver des passerelles de pacification des rapports entre réfugiés et populations autochtones. Archimède Boy. En 2019, les réfugiés majoritairement venus du Mali entament leur 7e année d'exil et tombent du coup dans une situation d'asile prolongée selon les textes humanitaires. Alors, la nécessité d'entretenir une cohabitation pacifique s'impose. En raison du vivre ensemble que nous prenons, de la cohésion sociale que nous prenons, ça implique également que les populations que nous accueillons, comme les réfugiés, qui sont à un nombre assez important, il y avait jusqu'à récemment, il y avait 25 000 réfugiés et actuellement nous avons sur la table 9 000 demandeurs d'asile dont on peut considérer qu'on a à peu près 35 000 réfugiés dans le pays. Donc c'est important de voir comment ces réfugiés-là peuvent mieux s'intégrer au sein de la population. Aujourd'hui, le Burkina Faso est en proie aux attaques terroristes occasionnant un flux de déplacés internes. Ils sont estimés à plus de 200 000 personnes. Il faut donc prévoir une prise en charge incluant ces déplacés internes sans oublier les réfugiés. Aujourd'hui, nous faisons face aussi à un afflux massif de déplacés internes dans notre pays et c'est l'occasion d'avoir une pensée également pour eux et c'est l'occasion pour appeler donc à plus de solidarité internationale pour venir en aide donc pas seulement aux réfugiés mais aussi et surtout aux déplacés internes. La fondation Ancedel répond à l'appel à la solidarité du gouvernement en apportant un appui technique et financier à ces personnes vulnérables. La Fondation peut uniquement fournir un appui d'ordre organisationnel, logistique et naturellement aussi financier en ce qui concerne l'organisation des mesures de renforcement des capacités de ses partenaires. Dans le cas ici, c'est la Commission nationale des réfugiés, la CONAREF. Un deuxième pilier, ce sont nos capacités, nos contacts qu'on a au niveau politique pour promouvoir aussi à notre façon la coopération sous-régionale. Mais notre rôle est aussi de vous servir d'ambassadeur au niveau de l'Allemagne pour plaider pour la cause du gouvernement. Ils sont au total 26 155 réfugiés, toutes nationalités confondues, résidant au Burkina Faso à la date du 31 août 2019, selon la Commission nationale pour les réfugiés. La lutte contre l'inégalité des genres sur le continent africain. Voilà le cheval de bataille du Centre international pour l'éducation des filles et des femmes de l'Afrique, le CIFA, qui se réunit chaque année dans un pays pour former et sensibiliser les femmes et les décideurs sur la place de l'éducation des filles dans la société africaine. Le Burkina Faso a été choisi pour 2019. Roméo Koeta. Elles viennent des 4 coins de l'Afrique.
Réunies dans la capitale burkinabé, elles vont renforcer leurs compétences pour aller à l'assaut des inégalités de genre dans le domaine de l'éducation sur le continent. C'est l'objectif que s'est assigné le CIFA, le Centre international pour l'éducation des filles et des femmes de l'Afrique. Après Addis Abeba en 2017 et Tunis en 2018, le rendez-vous de Ouagadougou, en plus de la formation, vise à faire le bilan des activités menées par ces défenseurs des droits de l'éducation des filles et des femmes dans leurs pays respectifs. Ce sont des jeunes que nous estimons qui peuvent porter le message et qui, depuis qu'ils nous ont quittés, ont continué à œuvrer pour l'éducation des filles. C'est pourquoi nous les avons emmenés ici pour continuer à dialoguer avec eux, pour renforcer leurs compétences, mais surtout pour voir un peu quels sont les défis est-ce qu'ils font face dans leur propre communauté, dans leur propre famille, pour justement mener le combat pour la discussion, pour que les filles aillent à l'école, mais restent à l'école. Maintenir les filles à l'école, c'est désormais le défi à relever. Car même si la plupart des pays africains ont atteint la parité filles-garçons au primaire et au secondaire, cela demeure insuffisant. Nous avons juste une fille sur 5 qui termine le cursus secondaire dans nos pays africains. Et ceci est grave. Cela veut dire que nous avons juste 20% des filles qui terminent le cursus secondaire, c'est-à-dire jusqu'au bac. Alors imaginez le pourcentage qui vont à l'université, qui accèdent à l'enseignement supérieur. Donc, si nous avons très peu de filles, sur les 20%, nous avons juste 3-4% qui vont accéder à l'enseignement supérieur. Et même sur ces 3-4% qui intègrent l'enseignement supérieur, combien est-ce qu'il reste pour travailler, qui vont sur le marché de l'emploi? Ce sont là autant d'interrogations auxquelles il faudra trouver réponse pour inverser la tendance. Le gouvernement burkinabé se dit conscient du défi. Il demande l'implication de tous les acteurs du système éducatif. Il y a les acteurs de l'éducation, mais il y a également et surtout nous au niveau des différentes communautés. Il faut que nous puissions donc aider tous ces acteurs publics-là à ce que nous puissions donc être davantage résilients pour contourner de manière plus efficace les obstacles qui se présentent actuellement. Pour le CIFA, il faut œuvrer au changement de mentalité, car en dépit des efforts menés dans ce domaine, les stéréotypes persistent toujours. Après ces 3 jours de formation, ces participantes seront mandatées auprès de leurs États respectifs en vue d'intensifier le plaidoyer pour la promotion de l'éducation des filles en Afrique. Après l'éducation et la formation, les femmes sont appelées tout logiquement à prendre toute leur place dans les sociétés africaines et surtout à aspirer au leadership. Eh bien, il a ses secrets et ses codes, ce leadership-là. C'est ce que le programme Winners Week a enseigné à plusieurs managers, aux futurs managers, pendant 4 jours avec, vous allez le voir, des séances d'exercice assez originales. Arsène Konditamde. Marchez les yeux bandés, tout en écoutant une multitude de voix qui tentent de vous guider, puis éviter les obstacles et parvenir à dérober un objet qui représente le Saint Graal. Un exercice fastidieux mais pratique qui enseigne sur la nécessité d'une bonne structuration au sein des entreprises et sur l'importance de savoir faire les bons choix. Nous sommes à la Winners Week, une initiative qui, selon les organisateurs, a pour objectif la transformation des participants. Nous abordons les questions de leadership parce que sans leadership, nous ne pouvons pas atteindre nos résultats. Sans leadership, nous ne pouvons pas entraîner une équipe, nous ne pouvons pas partager une vision. Nous ne pouvons pas entraîner et insuffler le changement. Nous parlons de management 3.0 parce qu'à l'aide de la transformation digitale, à l'aide de la génération Y, à l'aide des millennials, les rapports professionnels ont beaucoup évolué et nous devons prendre en compte un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de favoriser la cohésion de nos équipes. La Winners Week, c'est aussi le concours d'éloquence et de persuasion qui a vu s'affronter les participants de cette édition. Floriane Bougouma est désignée grande championne de ces joutes verbales. Un leader doit toujours impacter. Et pour impacter, influencer, il faut parler. Sinon, tu ne pourras pas impacter quelqu'un. Et en lien avec ma carrière, je suis une spécialiste en recouvrement. Et pour amener un débiteur au paiement, il faut utiliser une stratégie. Et cette stratégie, ça passe par la parole. Cette formation nous a transformés. Et surtout, elle nous a donné les outils et les rudiments nécessaires pour prendre la parole en public. La parole est une âme qui ramène des victoires, à condition de savoir la manier. Le parrain de cette promotion, baptisé Barack Obama, invite ses filleuls à mettre en pratique les enseignements reçus. C'est une formation qui me paraît essentielle
dont il faut assurer, je dirais, donc, le suivi pour permettre, pour voir effectivement si dans la pratique, tout ça, donc, ça se matérialise donc, de manière assez concrète. La Winners Week est organisée une fois par mois et elle est conçue pour les étudiants, les politiques et les chefs d'entreprise de tous les secteurs d'activité. Et pour être un bon manager, un manager crédible, il faudra aussi maîtriser les questions liées à la législation et à la réglementation. Ces deux aspects du management étaient au centre de la 20e session de formation des administrateurs des sociétés à capitaux publics. Ce tour, Justin Dabiré. Ils étaient au total 800 participants à prendre part à la 20e session de formation des administrateurs des sociétés à capitaux publics du Burkina. Une session de formation qui s'est déroulée en 3 séances du 9 au 28 septembre 2019. Les participants étaient outillés sur la maîtrise des dispositions législatives et réglementaires en matière de gestion des ressources humaines au Burkina. L'objectif recherché étant de les aider à mieux cerner les questions liées aux techniques et outils de prévention et de gestion des conflits sociaux, la gestion optimale des emplois et les mécanismes de motivation du personnel. C'est aussi un cadre d'échange et de partage d'expérience des responsables des sociétés à capitaux publics. Durant toutes ces 3 sessions de formation, il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu beaucoup de partage d'expérience entre les responsables des sociétés à capitaux publics. C'est ça l'objectif visé. Donc, comme on disait, c'était pour que, en tout cas, entre administrateurs, entre responsables des sociétés, comme on peut partager nos expériences en vue de trouver un mécanisme efficace pour gérer nos ressources humaines pour une amélioration plus efficace. Au cours de cette session de formation, les administrateurs et les dirigeants des sociétés à capitaux publics et ceux des établissements publics de l'État ont été outillés sur plusieurs thématiques. La formation a visé à outiller les administrateurs et les dirigeants des sociétés à capitaux publics, ceux des établissements publics de l'État, dans la gestion des ressources humaines. Et nous avons également abordé une autre thématique, le nouveau code des investissements, afin d'apporter des outils à ces dirigeants-là par rapport à l'optimisation de la gestion de leur société. Cette session de formation a été bénéfique pour les participants. Ils ont acquis plus de connaissances sur la gestion quotidienne des entreprises ainsi que leur amélioration. Personnellement, les connaissances que nous avons acquises pendant cette formation vont nous servir dans nos sociétés d'État, dans le cadre même de la réglementation, parce que nous avons reçu un certain nombre de documents, de textes législatifs, et également dans le cadre de la gestion des conflits sociaux au niveau de nos sociétés. Il nous appartient désormais d'en tirer profit et de faire en sorte que ces questions-là soient examinées avec la plus grande prudence et la plus grande vision au niveau des sociétés d'État afin de les gérer de façon efficiente. La 20e session de formation des administrateurs des sociétés à capitaux publics du Burkina s'est tenue sous le thème « Optimiser la gestion des ressources humaines pour une amélioration de la performance des sociétés à capitaux publics, technique de mise en place d'un système de rémunération, prévenir et gérer les conflits sociaux ». Il se chiffre à plusieurs milliards de francs CFA les échanges commerciaux entre le Burkina Faso et la Turquie, avec un grand déficit pour la partie burkinabé. Et pour essayer d'atténuer ce déséquilibre, un conseil des affaires a été instauré et les présidents des chambres de commerce des deux pays ont procédé à la signature des textes y afférents. C'était hier. Arsène Konditamde. Les importations en provenance de la Turquie sont estimées à plus de 50 millions de dollars, environ 27 milliards 500 millions de francs CFA. Quant aux exportations, elles sont évaluées à 8 millions de dollars, environ 4 milliards 400 millions de francs CFA. Le gap entre les importations et les exportations est important. Le Burkina Faso voudrait voir la courbe des exportations prendre le chemin de la croissance. La signature de cet accord entre les présidents des chambres de commerce des deux pays institue la création d'un conseil conjoint des affaires. Il aura entre autres objectif d'aboutir à des relations mutuellement bénéfiques pour les deux parties. Et nous savons que la Turquie est un pays industriel, il faut qu'il le sache et nous le répétons. C'est un pays innovant. Et cette innovation va nous permettre à nous, Burkina Faso, de pouvoir avoir accès à cette technologie et aussi à ce monde des affaires et ces businessmen turcs. Et c'est un pays qui est accessible et je pense que les Burkinabés vont se tourner de plus en plus vers la Turquie. C'est du reste en très bonne voie.
Le Burkina Faso est un partenaire stratégique pour la diplomatie turque en Afrique. Les relations économiques entre les deux parties sont également au beau fixe. Ankara veut davantage renforcer sa présence sur le territoire burkinabé. Notre exportation vers le Burkina a été multipliée par 11, notre importation par 8, mais cela n'est pas suffisant. Et même si nous sommes dans une géographie qui est assez lointaine, nos relations sont très chaudes, nos cœurs sont très proches. Et je suis convaincue qu'avec la fréquence de vol de 5 vols par semaine, Turkish Airlines nous rapproche. Et je suis convaincue qu'avec une approche gagnant-gagnant, nous allons améliorer et bien sûr donner plus d'ampleur à nos échanges. Ce forum d'affaires est le second de l'année 2019, après celui tenu en avril dernier à Ankara. Il illustre la volonté des autorités politiques des deux pays de consolider les relations turco-burkinabées. Vraiment qui montre qu'il y a eu des excellentes relations entre les deux pays et que nous espérons que d'ici là, dans les mois à venir, nous allons voir que les flux commerciaux seront davantage plus grands. Et ça va permettre de pousser la croissance au niveau des deux pays. Parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant entre la Turquie et le Burkina Faso. Le Conseil conjoint des hommes d'affaires mis en place le 3 octobre aura un secrétariat dans chacun des deux pays. Celui de la partie burkinabé est assuré par la Chambre de commerce et d'industrie. Le Conseil des relations économiques étrangères aura la responsabilité de la partie turque. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci surtout de votre fidélité indéfectible pendant ces 3 semaines que j'ai passées avec vous. Demain, vous allez retrouver Aubin Guébré qui revient fraîchement de New York où il a couvert la 74e Assemblée générale des Nations Unies. Moi, je vous retrouve, nous disons, lundi sur le prochain, si Dieu le veut.